Bonjour à tous, merci de développer cette bonne habitude de réviser avec nous l'essentiel de l'actualité du Témiscamingue et d'ailleurs dans la région TVC9 et Témis TV. Appréciez une fois de plus que vous soyez là en ce tout début d'avril. Ben oui, on y est déjà. Histoire macabre d'abord, à Timmins, la police du nord-est de l'Ontario a arrêté un individu après le meurtre prémédité d'une femme le 18 mars dernier. L'individu avait fui au volant d'un pick-up volé. Il a été appréhendé 6 jours plus tard, c'est-à-dire le 24 mars, sur l'autoroute 17, alors que des enquêteurs ont fait appel à la population et obtenu des indices dans l'exécution d'un mandat pan-canadien. Dale Head, 38 ans, aurait assassiné Paula Mallette, 57 ans. Ils sont tous deux de Timmins. Le crime est survenu entre 8h30 le matin et 17h dans une résidence du boulevard Algonquin-Ouest, entre la rue Preston et Ria Nord. Des indices étant toujours sous analyse, les circonstances de l'assassinat restent encore à déterminer. Head doit comparaître le 9 avril. L'OPP remercie les citoyens qui ont aidé. Dans un tout autre ordre d'idées, les camionneuses et camionneurs limitent leurs charges depuis le 24 mars, notamment chez nous, au Témiscamingue, et dans la réserve faunique La Vérandrie, des secteurs qu'on qualifie de zone 2. Les chauffeurs et chauffeuses des grands centres au sud de la province et en zone 1 s'y soumettent aussi depuis le 24. L'Abitibi en zone 3 est en ce moment visée pour le 31 mars. Les limites de charges autorisées sont réduites à cause des nids de poules, cette raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier. Les dates de restriction de charges peuvent être devancées, suspendues ou retardées en fonction de l'évolution des conditions météorologiques assez changeantes. Merci. Elles couvrent non seulement la période de dégel, mais également celle qui permet à la chaussée de récupérer sa capacité portante. Rappelons que les limitations de charge imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. À cela s'ajoute la préservation d'un réseau sécuritaire. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTQ, et la Société de l'assurance automobile du Québec rappellent aux différents partenaires de l'industrie l'importance de respecter les règles en matière de transport, ces derniers qui ne sont pas à l'abri d'éventuelles sanctions. 12 villes ou organisations de nos municipalités témiscamiennes reçoivent l'appui de la municipalité régionale de comté, la MRC de Témiscamingue. La douzaine de projets soutenus au récent conseil de la MRC se partagent un peu plus de 311 000 $ du volet municipalité et organismes dans le fonds Région Ruralité 2025. Duhamel Ouest se voit attribuer 10 692 $ pour la réfection du quai nord de la route de l'île. Fugerville, 28 884 $ pour moderniser et rouvrir sa salle de quai municipale. Lorrainville, 30 000 $ pour l'optimisation de sa salle communautaire. À Nidlec, 2 autres projets, Illuminer pour mieux briller, aura 22 661 $ pour l'éclairage public et Prêt pas prêt Jouon, 24 769 $ pour la mise en place d'activités communautaires. Le projet de création d'un service de garde en communauté de Saint-Bruno-de-Guigue reçoit 30 000 $. La municipalité de Saint-Eugène de Guigue, avec un apport de 15 754 $ et 41 sous, rénove sa cuisine communautaire. La ville de Témiscamingue se va offrir 30 000 $ pour le recouvrement de la promenade de la piscine. À la marina de Ville-Marie, 30 000 $ sont investis dans la réfection du quai de service à la marina municipale, l'aménagement d'une halle familiale et la sécurisation des feux de joie aux abords du lac des 15 place 18 153 $ à l'intention de la Corporation de développement d'Anglier. Un soutien de 30 000 $ a été accordé pour la création d'une trousse pédagogique numérique et le renouvellement de l'exposition permanente du Musée de la Gare de Témiscamingue.
À Fabre, un montant de 10 347,75 est alloué pour l'amélioration des infrastructures du circuit de la piste MX Nord. Enfin, 30 000 sont attribués pour l'aménagement d'un café céramique, oui, au centre d'exposition du Rift. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec salue le budget déposé le 25 mars par le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Budget, souligne-t-il, déposé dans un contexte de grande incertitude économique. Le CIFQ tient à souligner tout particulièrement les mesures de rattrapage annoncées au chapitre du plan québécois des infrastructures, lesquelles prévoient des investissements records de 165 milliards de dollars d'ici les 10 prochaines années, 2035. Ces sommes serviront notamment à la construction, à la réfection et l'agrandissement de bâtiments dans les domaines de la santé, de l'éducation et des sports et loisirs, autant de secteurs dans lesquels le matériau bois a sa place. En agissant de la sorte, le gouvernement pose des actions permettant d'accroître la demande locale pour ce matériau. L'industrie forestière salue également les efforts supplémentaires destinés à la récupération des volumes ligneux affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est le cas chez nous, aux investissements sylvicoles, au programme d'écoulement des bois feuillus, de diversification des produits et des marchés, ainsi que ceux portant sur l'innovation du secteur forestier. Nous en jasons avec le président directeur général du CIFQ, M. Jean-François Sameret. Alors, Monsieur Samré, vous connaissez la situation dans notre coin de pays, au Témiscamingue, euh, et en entendant et en lisant ce que le Conseil de l'industrie forestière a eu comme réaction au lendemain du budget du gouvernement de la CAQ et de M. Girard, euh, est-ce qu'on doit, comment dire, être consolé par ce budget dans les régions ressources là, qui en arrachent au niveau de l'industrie forestière? Ben, je vous dirais qu'au-delà du budget, il y a également la rencontre qu'a eu le Conseil de laquelle on a pu discuter en long et en large et retourner à peu près toutes les pierres de la situation et du conflit du bois d'œuvre et des suites qui sont dont lesquelles on attend d'ici le 2 avril. Et je pense qu'on a eu l'assurance du côté du premier ministre qu'il serait là pour être avec l'industrie forestière. Le gouvernement serait là pour être en support, pour nous permettre de passer au travers de la première vague de tarifs. Et donc, je pense que pour nous, on reçoit ça très positivement. Par la suite, il y a d'autres éléments qui sont dans le budget, qui sont des choses intéressantes pour l'industrie aussi. On parle de rattrapage pour utiliser le bois afin on parle de rattrapage dans des programmes d'infrastructure qui seront bons pour l'industrie, à votre avis? Ben, on n'a qu'à voir l'ensemble des prix des municipalités et des ministères qui déposent des projets lors des prix Sécobois pour constater que de plus en plus, les gens souhaitent avoir des centres sportifs construits en bois où on peut voir le bois. On veut des écoles où le bois est à l'honneur avec des nouveaux environnements plus ouverts, plus environnementaux. La même chose pour les maisons des personnes âgées ou pour les hôpitaux. Donc, je pense de faire un rattrapage va permettre à l'État d'appliquer pleinement sa politique d'intégration du bois dans la construction et de le mettre dans les cahiers des charges, de venir dire en quels matériaux est-ce qu'on veut voir les bâtiments être construits. Donc, pour nous, c'est autant de nouveaux marchés qu'on a au Québec et c'est autant de demandes locales de développement d'un autre marché que celui des États-Unis. Donc, c'est une nouvelle positive. Le bois, à votre avis, Monsieur Samré, fait partie de l'innovation que veut évidemment faire avancer le Québec?
Ben, complètement, complètement. On n'a qu'à regarder dans la région dans laquelle vous êtes, chantier Chibougamau, qui dans ses différentes usines a obtenu des budgets et des projets pour intégrer de l'intelligence artificielle, pour fabriquer, optimiser toutes les contraintes et pour le faire à moindre coût. Il y a eu également Uniboard qui a eu du financement pour intégrer de la robotisation, tout ça pour venir abaisser les coûts de production et faciliter la vie aux travailleurs, donc améliorer la compétitivité. Je pense que l'industrie, tous les jours, elle innove et de plus en plus, l'intelligence artificielle est là pour faciliter la vie aux travailleurs. Monsieur Trump, vous en avez glissé un mot là. Vous le craignez, Monsieur Trump, dans l'évolution de l'industrie, ou vous pensez que bon ben la demande de ses concitoyens va faire en sorte que la menace va s'estomper? Écoutez, je vous dirais un peu la même chose que plusieurs parties prenantes américaines, à commencer par les constructeurs résidentiels ou l'association des grands détaillants en quincaillerie. Ça peut être une bonne idée, son décret du 1er mars, de venir, on veut redévelopper une industrie forestière aux États-Unis, mais ça n'arrive tout suffisant, que ce soit en bois d'œuvre, que ce soit en carton, en panneau et encore moins en papier hygiénique ou tout ce qui vient avec, les essuie-tout et tout ça. Et les usines qui sont situées aux États-Unis, elles ont besoin d'un ingrédient très spécial qu'on fabrique chez nous, de la pâte Kraft. C'est ça qui donne la résistance, mais en même temps la douceur au papier essuie-tout, au papier de toilette. Et sans ce produit, ben, on peut pas produire ça aux États-Unis. Donc, si M. Trump veut venir mettre des tarifs aux États-Unis parce que les gens vont subir une hausse de coûts et les gens vont se ruer dans les magasins pour ramasser les derniers produits qui n'ont pas eu la hausse de coûts. Donc, c'est quelque chose qui est dans son angle mort et qui va tôt ou tard le rattraper. M. Trump aura de petites rougeurs si jamais il ne se sert pas de notre transparent. Ben, qui sait, il sera pas le seul, mais il y a ces réalités de la vie qu'il n'y a pas de bois, pas grand-chose, et que derrière ça, le bois fait partie intégrante de nos vies, et à des endroits où parfois on le prend tellement pour acquis qu'on l'a oublié. Il faut avoir du respect pour notre bois. Ben, je pense que le bois, c'est une ressource renouvelable qui est là. C'est une ressource qui est là, sur laquelle on a bâti le Québec et il faut y faire attention. Il faut mettre les budgets, puis notamment dans le secteur de la tordeuse. Et c'est ce que le budget a prévu de remettre de l'argent. Dans votre région, la tordeuse, elle est bien présente. Elle est de plus en plus présente et donc c'était fondamental d'avoir le renouvellement des budgets pour la SOPFIM pour venir faire l'arrosage pour prévenir l'expansion de cette tordeuse. Donc oui, il faut y faire attention. Puis je pense que d'avoir renouvelé le programme, ben, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça en aurait pu plus? Certainement. Mais là, on vit dans les contraintes qu'on a. Donc, il va falloir que, en même temps, du côté de l'aménagement forestier, on soit capable de venir remettre en production puis récolter les parterres qui sont beaucoup affectés. Il y a 900 municipalités qui comptent sur le bois pour évidemment vivre. Euh, à votre avis, il y a plus de parts à l'usine, il y a plus de jours à l'usine, ou il va falloir encore penser à être soutenu par Québec et le programme d'assurance emploi parce que, bon, au Témiscamingue notamment, il y a des usines qui sont en attente parce qu'on dépend malheureusement du marché américain qui doit réagir chez nous. Deux choses là-dessus. Ben, il y a une approche de diversification des marchés dans laquelle on se trouve. C'est une approche de moyen-long terme, mais à court terme, la solution, elle passe beaucoup par le nouveau régime forestier.
qui devrait donner plus de flexibilité puis plus de prévisibilité à l'industrie. Et autant les municipalités que tout le monde l'a mentionné que ça le prenait. Et donc, là, une très grande partie de la réponse va venir avec le projet de loi qui va donner le nouveau régime forestier. Vous avez confiance? Comment? Vous avez confiance? Ben écoutez, je pense que tout le monde s'est exprimé. Je pense qu'il y a eu des constats. Maintenant, il y a eu des consultations par la suite. Et là, nous, comme toutes les autres parties prenantes, on attend de voir le texte final. Mais ça a été clairement mentionné par tout le monde que le nouveau régime devait mettre plus de prévisibilité, puis un accès plus clair pour tout le monde. Que vous avez les outils parce que, bon, encore une fois, on répète souvent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, vous sentez qu'avec ce nouveau budget Girard des derniers jours, vous pourrez aller de l'avant et positivement. Aller de l'avant, les membres et les industries, elles sont là. Ça leur prend de la prévisibilité. Ça leur prend un marché. Chose certaine, les Américains ne sont pas autosuffisants et ils vont devoir payer plus cher pour leur bois. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si l'économie américaine ralentit, ben, il faut développer le marché local. Le PQI va permettre d'avoir une demande supérieure et en même temps, on travaille sur les marchés d'exportation. Donc, c'est pas simple, mais la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est en action pour bouger puis pour se sortir de là. Le Québec est en mesure de faire avancer son indépendance industrielle. Peux-tu s'exprimer comme ça? Ouais, écoutez, le Québec a compris, le premier ministre a très bien compris que chaque emploi dans l'industrie le rapproche de son objectif d'être à parité salariale avec l'Ontario. On paye des salaires moyens supérieurs à la moyenne de ce qui est en Ontario. Donc, le premier ministre a très bien compris qu'il a besoin d'une industrie forestière active, dynamique, pour faire que l'économie de l'ensemble du Québec fonctionne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, là, puis d'être en mode solution. Parmi les heureux, mais ceux qui sont aussi déçus du budget Girard déposé il y a un peu plus d'une semaine à l'Assemblée nationale, ben, il y a la Fédération québécoise des municipalités, l'UMQ, qui souligne des investissements de 300 millions de dollars sur 6 ans pour développer, maintenir les infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Par contre, vu la demande élevée, ces sommes auraient dû être disponibles dès cette année plutôt qu'en 2027. L'UMQ qui exprime sa grande préoccupation quant au désengagement marqué depuis quelques années du gouvernement du Québec concernant le financement des infrastructures municipales dans le cadre du plan québécois des infrastructures, le PQI. La part réservée aux infrastructures municipales est de 4,3 %. C'est une baisse de plus de 7 % en lien avec 2021. Et ça fait mal aussi en infrastructure municipale d'eau. Puis, en mouvement critique pour répondre à la crise du logement, notre préfète Claire Bolduc prend toujours place autour de la table à la FMQ. Vous ressentez cette inéquité du gouvernement à supporter les besoins de nos villes? C'est pas un budget qui se fait dans un contexte facile actuellement. C'est un budget qui arrive dans un contexte de crise forestière, qui arrive dans un contexte de tarification des États-Unis, mais également de la Chine sur certains produits agroalimentaires, dont plusieurs sont issus du Témiscamingue. C'est un contexte où les entreprises, les PME, selon un sondage de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, les PME sont très inquiètes et elles sont très inquiète de ce qui peut arriver parce que dans l'espace de quelques semaines, tout peut basculer. Près de 80 % des entreprises, 78 % de ces entreprises-là craignent les impacts négatifs des tarifications de toutes parts. Alors, c'est un budget qui arrive dans un contexte très difficile. Je rappelle que Desjardins a sorti une donnée qui établit que 3 régions sont en zone rouge par rapport à toutes les tarifications imposées, la Côte-Nord, le nord du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 4 régions du Québec qui sont en zone verte,
vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce sont les régions métropolitaines, Québec, Montréal, Laval et Gatineau. Et toutes les autres régions du Québec sont fragiles, sont en zone jaune, donc fragiles à toute la tarification. On fait partie de ces régions-là. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que le budget est équitable envers les municipalités? C'est pas un contexte facile pour faire un budget. Il y a des points favorables pour le monde municipal, il y a des points très défavorables pour le monde municipal. Je peux vous les étayer. Mais les municipalités ont besoin d'argent dans plusieurs secteurs. On est toujours en attente. Et là, on va attendre encore. Et on n'a pas le choix parce qu'on est en pleine crise, une crise que nous imposent les Américains. Je vais vous cibler quelques contextes, des secteurs où on sera en attente, effectivement, où on est préoccupé, des secteurs où on reçoit de l'aide pour faire des choses. Dans le budget actuel, on fixe le PQI, le Programme québécois des infrastructures, pour les années 2025-2035. On le reporte on l'étale sur les 10 prochaines années. Le PQI prévoit une baisse des investissements dans le monde municipal. On sera à 7 milliards de dollars, alors que nos demandes étaient autour de 9,5 milliards de dollars et que les besoins sont à 18,4 milliards de dollars. On voit un recul pour le monde municipal. On voit ce recul-là et ça touche de façon... Quand on parle des infrastructures municipales, on parle par exemple de tous les réseaux d'aqueducs, de tous les systèmes d'eau usée, de traitement des eaux usées domestiques. On parle de tout ce qui concerne les infrastructures qui ont un impact direct sur le citoyen. C'est majeur pour le monde municipal. À côté, on voit des augmentations des budgets pour la voirie locale de 250 millions de dollars. Ces budgets-là, c'est nécessaire. C'est l'entretien de nos rues, de nos routes rurales, tout ce qui est hors réseau du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, d'une part, on est inquiet pour les infrastructures municipales. D'autre part, on reçoit des budgets supplémentaires pour la voirie locale. On constate par ailleurs une baisse majeure, drastique, des investissements pour les loisirs, les infrastructures de loisirs. Ces investissements-là, elles seront à moins de 300 millions de dollars pour les 5 prochaines années. On se souvient que dans les 2 dernières années, le gouvernement avait lancé un appel d'offres. En fait, il y a 2 ans, il avait lancé un appel d'offres pour les projets d'infrastructures de loisirs municipaux et il avait reçu des projets pour près de 2,7 milliards de dollars en argent 2023. Ils avaient investi 300 millions. Ils n'ont pas investi l'année dernière, étant donné la situation budgétaire. Et les sommes seront dérisoires. On recommencera à investir dans les infrastructures de loisirs à compter de 2027. C'est une perte majeure, 2,7 milliards, 300 millions dans l'horizon, moins de 300 millions, 298,8 millions à l'horizon 2029. Pour le monde municipal, on ne peut plus taxer plus nos citoyens. Pour maintenir les infrastructures de loisirs, pour les améliorer ou pour, par exemple, ici au Témiscamingue, avoir une infrastructure, un complexe aquatique, on ne peut plus aller chercher l'argent dans la poche des citoyens. Alors, on le voit, le monde municipal est frappé de plein fouet. Mais ce matin, on apprenait avec surprise et énormément de découragement que suite au budget, la Société d'habitation du Québec souhaite mettre fin au programme Réno-Région. Ça fait vraiment mal. C'est pas un budget énorme. On parle de 62 millions de dollars qui a été dépensé dans les 3 dernières années, qui a permis de soutenir des ménages à revenus modiques pour des rénovations urgentes dans des habitations. Réno-Région, ça permet de refaire des toitures sur des maisons, ça permet de changer des fenêtres sur des maisons pour des populations, des personnes qui ont des revenus modestes ou très modestes. Ça permet de maintenir un logement convenable pour des foyers, pour des familles qui n'ont pas de revenus, dans des régions où il n'y a pas de logement abordable
disponibles et encore moins d'habitations à loyer modique, de HLM. Alors, dans le contexte, ce matin, quand on a vu la nouvelle, on était complètement bouleversés. Est-ce que le Québec est rendu assez pauvre pour laisser tomber ses populations les plus vulnérables? Poser la question, c'est se retourner vers Québec et dire « il y a une erreur ici que vous devez corriger ». Ça fait très mal actuellement. C'est une grande déception. Il y a tout de même une bonne nouvelle pour le secteur forestier. Le gouvernement va investir 95 millions pour la diversification et l'utilisation des essences moins populaires dans le domaine forestier pour diversifier l'économie des régions forestières, des communautés forestières rurales qui en auront besoin, qui pourront soumettre des propositions. Je rappelle que la MRC de Témiscamingue, en très étroite collaboration avec la Société de développement du Témiscamingue et la SADC, qui fait partie de la Société de développement, soutiennent une étude justement pour la diversification économique et l'utilisation des essences moins souhaitées pour pouvoir justement diversifier notre économie forestière. Alors, cette nouvelle-là, elle est bien reçue. On les a vus par dizaines prendre la rue 2 fois à Rouyn-Noranda au moins. Ils ont été fort présents dans plusieurs régions et grands centres à demander à ce que le ministère de la Culture réévalue ses intentions au monde des arts. Et à la lecture du budget de la CAQ, les demandes du Front commun pour les arts, les artistes ont été entendus, le gouvernement réitérant son soutien au Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministre Girard bonifiant son financement afin de soutenir les artistes et organismes qui font rayonner la culture d'ici au Témiscamingue et partout au Québec. Pour ce faire, il prévoit 317,9 millions de dollars sur 5 ans, ce qui doit permettre d'augmenter le financement des programmes du CALC à 200 millions de dollars par année d'ici 3 ans. Elle a manifesté aussi avec les artistes d'ici, mais elle a encore des revendications. Elle a habité longtemps le Témiscamingue, maintenant l'Abitibi. Nous prenons un café avec Louise Lavictoire. Louise Lavictoire, actrice, comédienne, artiste multidisciplinaire, parce que en Abitibi-Témiscamingue, la multidiscipline est de rigueur, hein, si je m'y connais un peu. Oui, oui, tout à fait. Et comment ça se vit, ce métier-là, ces jours-ci? Bon, il y a eu le gouvernement qui, il n'y a pas tellement longtemps, a fait réagir tout le milieu en y allant de coupure à l'endroit des gens de la culture. Et comment dire, supporter du monde syndical, j'étais heureux de voir que les gens de la culture se défendaient. Vous avez été très actif et très réactif quand le gouvernement a décidé d'y aller de coupure dans le monde des arts. Bien, en fait, je pourrais dire que c'est plus récemment que j'ai été active. Quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux la grande mobilisation pour les artistes, qui s'était concentrée essentiellement à Montréal, un peu à Québec, je les ai contactés pour leur dire, pour lever la main et dire, bien, moi, j'aimerais pouvoir organiser aussi des manifestations en Abitibi-Témiscamingue. Et ils m'ont envoyé le visuel et j'ai assisté à des rencontres. J'ai été quand même soutenue. Et c'est là que j'ai lancé la machine. J'ai contacté des artistes, j'ai contacté le Conseil de la culture pour voir si on pouvait avoir un appui. Parce qu'après tout, le Conseil de la culture est là pour défendre les artistes de la région. Donc, on est sortis, on est allé dans la rue. On a eu une première manif le 22 février devant les bureaux de Daniel Bernard. Et j'ai initié une deuxième manifestation le 22 mars, donc assez récent, parce qu'on savait que le budget allait sortir sous peu. Et puis là, on s'est réunis devant les bureaux de Daniel Bernard
Et là, on a organisé une marche. On a marché de la rue principale jusqu'à la galerie Lécart. Et là, j'ai contacté les policiers pour faire tout ça dans les règles de l'art, pour s'assurer qu'on n'enfreignait pas la loi. Donc, on a fait affaire à 2 gentils policiers qui nous ont escortés, un en avant, un en arrière. Et puis, on a été accueillis par la galerie Lécart avec une bonne soupe aux légumes. Puis, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je défends les droits des artistes, mais essentiellement les artistes de la région. J'ai fait beaucoup d'actions depuis 25 ans, parce que quand il y a eu la création du CALC, le Conseil des arts et des lettres du Québec, dont le budget vient d'être augmenté, au départ, il n'y avait pas d'enveloppe dédiée pour les régions. C'est-à-dire qu'il y en avait une avant, ça dépendait du ministère de la Culture et des Communications. Quand le CALC a été créé, tout a été centralisé à Montréal et à Québec. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pratiquement que les artistes des grands centres qui pouvaient bénéficier d'un soutien financier. Très peu d'artistes des régions parce que, il faut se le dire, il y a encore beaucoup, malheureusement, de préjugés à l'égard des artistes qui ont fait le choix de s'établir dans une région X du Québec. Et ça, je le sens même encore aujourd'hui. Ça tend à changer un peu. Et depuis quelques années aussi, parce qu'on a revendiqué, on a créé un précédent, nous, en Abitibi-Témiscamingue. On a fait comme un genre de sommet, ou en tout cas, pour réclamer qu'il y ait une enveloppe dédiée à la région, aux artistes de la région. Ce qui fait qu'il y a eu une entente de partenariat qui a été créée. Donc, c'est en collaboration avec les MRC et le CALC. Donc, les MRC doivent donner le même montant que ce que le CALC donne. Si le CALC donne 150 000, bien, il faut que les 5 MRC donnent l'équivalent de 150 000 aussi. Ce qui fait que là, comme artiste habitant la région, on peut déposer une fois par année une demande. Le hic avec ce programme-là, ça fait quelques années que je le dis, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument un lien avec la communauté dans notre projet. Donc, il faut s'associer avec soit des membres de la communauté, avec un organisme qui travaille avec des gens de la communauté, peu importe, là. Donc, je trouve que ça vient teinter, ça vient biaiser notre création. Parce qu'avant même de réaliser un projet, il faut réfléchir à ce qu'on aimerait le faire. Puis si on a un projet en tête, mais là, on se dit, OK, comment je pourrais impliquer la communauté dans mon projet? Ce qui n'est pas toujours évident. Donc, moi, je trouve que ça vient biaiser notre création. Ça fait longtemps que je revendique qu'on puisse enlever au moins cet aspect-là. Parce que nous, les artistes, on n'a pas été consultés quand cette décision-là a été prise d'impliquer des membres de la communauté. On ne nous a pas demandé notre avis. On nous a dit, c'est comme ça, on a déterminé que ça serait ça. Ce qui fait qu'au bout de 10, 12 ans, peut-être même 15 ans que ça existe, ce programme-là, on a fait un peu le tour des organismes avec lesquels on pourrait s'associer, quoi, à un moment donné. Donc ça, c'est une des revendications. Je pense que ce serait une de mes prochaines revendications, moi, personnellement. Puis je constate que je ne suis pas la seule là, parmi l'agente artistique à revendiquer qu'on puisse enlever cette obligation, entre guillemets, pour pouvoir réaliser des projets. Il y a le budget qui était là à la fin du mois dernier, puisqu'on est, au moment où on se parle, on entame le mois d'avril. Budget qui a semblé, vous et certains autres artistes de la région, satisfaisant. Qu'est-ce que le ministre de la Culture a fait pour vous plaire? Je pense que ce sont plutôt les artistes qui ont fait en sorte de plaire à M. Lacombe. Mais disons qu'il y a eu beaucoup de lobbying depuis 1 an, beaucoup de mobilisation, la grande mobilisation pour les artistes, le Front commun pour les arts. Il y a quand même eu un passage à Tout le monde en parle. Ça, je pense que ça peut aider pas mal beaucoup. Le fait que des gens qui ont une certaine notoriété dans le milieu, notamment du théâtre ou de la télé ou du cinéma, se sont impliqués, je pense que ça a eu pour effet de réveiller un peu M. Lacombe ou le conscientiser sur les conditions très précaires dans lesquelles les artistes vivent, là, c'est sûr. Donc, Louise, est-ce que
la façon de percevoir les artistes de l'Abitibi et du Témiscamingue et des grands centres a changé pour que quand les gens des grands centres parlent, il y ait des effets positifs et que ça ait une incidence sur la vie artistique des gens de chez nous? Mais j'ose espérer, justement, parce que cette augmentation-là qu'on a eue, dans le fond, on réclamait 200 millions par année et on l'a eu. C'est rare qu'on obtient ce qu'on demande. On l'a eu, mais maintenant, justement, moi, mon interrogation, c'est de savoir est-ce que cette augmentation-là va bénéficier autant aux artistes qui sont établis dans les régions ou plutôt que ça va servir plus aux organismes et artistes qui sont dans les grands centres. J'ose espérer qu'il va y avoir des retombées positives aussi pour nous, parce qu'après tout, on a mis la main à la pâte, on a revendiqué aussi, on existe, puis je pense qu'on a droit à notre juste part du gâteau aussi. Donc, j'ose espérer que dans le cadre de l'entente partenariale, l'enveloppe va augmenter, mais j'ose espérer aussi qu'à titre individuel, les artistes qui vont demander des sous au national, que le calque va en tenir compte, parce que ça fait partie de leur mission. Dans la mission, c'est bien précisé qu'ils doivent soutenir aussi les artistes des régions. Si une demande de bourse est très forte, bien articulée, il n'y a pas de raison que cette demande-là soit ignorée. Moi, je tiens quand même à souligner que j'ai dû déposer, je dirais peut-être une quinzaine de demandes de bourse au national. Sur les 15 demandes, j'ai réussi à l'obtenir une fois. C'est en 2023. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y a un manque de fonds. C'est clair que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Il y a plein d'artistes aussi à Montréal qui ont déposé puis qui déposent à chaque année puis qui ne réussissent pas à les avoir. Donc, je pense que ça va quand même nous permettre de respirer un peu mieux et de pouvoir réaliser davantage de projets de création comme on le souhaite. Est-ce qu'on arrive à créer convenablement, à en vivre en Abitibi-Témiscamingue? De là à dire qu'on en vit, non, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'avoir un boulot à côté. Dans mon cas, je fais de la suppléance, mais pendant 2 ans, je n'ai pas eu vraiment à avoir de boulot à côté parce que j'ai eu 2 bourses 2 années de suite, donc ça a été libérateur, si je peux dire ça comme ça. Je veux dire, ça m'a permis de me concentrer vraiment sur ma création et pas me soucier de comment je vais payer mon hypothèque ou parce qu'on vit beaucoup d'insécurité financière. Mais je pense pas que ce soit typique aux artistes de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est typique aux artistes du Québec tout court. Il y a eu une pièce récemment. Est-ce que, quand les gens vont voir une pièce de théâtre, est-ce que ça veut dire que Louise Lavictoire, à ce moment-là, fait de l'argent? Pas vraiment, non. Bien, premièrement, on n'a pas le droit de faire de l'argent, entre guillemets. Quand on fait une demande de bourse, bien, il faut payer du monde aussi. Je veux dire, moi, j'ai fait un projet à l'automne dernier où j'ai fait travailler pas loin d'une dizaine de personnes. J'ai loué le petit théâtre. Donc, sur la bourse, il y a presque 70% du montant que je reçois qui part pour payer des gens. Puis il me reste 30% dans ma poche, mais encore là, je ne fais pas d'argent. C'est-à-dire que je me paye pour les fonctions que j'ai occupées. Soit j'ai joué, soit j'ai fait la mise en scène, j'ai écrit le texte. Ça, c'est un boulot. Ça se paye aussi. Donc, de là à dire que j'ai fait de l'argent, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais... J'ai exprimé mon art, c'est oui, ce qu'on peut dire. Oui, j'ai exprimé mon art. J'ai pu réaliser un projet que je chérissais depuis une dizaine d'années, que j'avais ça en tête. Je suis très contente du résultat. Par contre, là aussi, il y a un boulot à faire, c'est au niveau de la sensibilisation auprès du public, parce que oui, c'est beau, on a une bourse, on fait un projet, mais il faut que les gens se déplacent, il faut que les gens viennent nous voir. Il faut que les diffuseurs, ne serait-ce que le réseau Specto, encouragent les artistes de la région qui achètent nos spectacles et décident de les diffuser, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça, je trouve ça difficile. J'ai envoyé des dossiers partout, même à Specto. Je trouve ça dommage parce que j'ai quand même eu l'équivalent de 62 000 $ de bourse sur 2 ans. C'est l'argent du contribuable. Il me semble que ça serait chouette qu'il y ait plus de contribuables qui voient le résultat de mon travail aussi.
Ça, je trouve ça difficile parce que les gens, bon, on sait que l'humour, ça a beaucoup de succès, mais on est capable de faire des spectacles de théâtre où les gens rient, mais où il y a une conscientisation aussi. Moi, c'est ce que j'aime faire. Moi, j'adore les comédies dramatiques. Je fais de plus en plus même, je pourrais dire, du théâtre social, entre guillemets. Mon dernier projet, Regard, donc ça reposait sur les événements marquants du dernier siècle à travers le regard de l'enfant. Ce qui fait que c'est un spectacle qui alliait le théâtre, le cinéma et la création numérique. Donc, j'ai fait énormément de recherches, des reportages, des films que j'ai visionnés, des films dans lesquels il y avait des enfants. Puis, j'avais un partenariat avec Lucas, ce qui fait qu'à l'intérieur du spectacle aussi, il y avait beaucoup de multimédia. Je suis très contente du résultat que ça a donné, mais malheureusement, je trouve qu'il y a peut-être même pas 400 personnes qui ont vu le spectacle sur 4 représentations qui ont été données. Ça, je trouve ça dommage parce que j'aurais envie que les gens le voient mon travail. Et ça, c'est ce que je trouve le plus désolant. On sent chez vous le désir de promouvoir les arts et il semble y avoir, comment dire, du rattrapage à faire. Oh oui, absolument. Oui, parce que c'est clair que quand c'est des vedettes, si c'est Guylaine Tremblay qui joue dans une pièce, bien, la salle est pleine. Mais qu'est-ce qui dit que j'ai pas autant de talent que Guylaine Tremblay? Je veux dire, si les gens viennent pas me voir, ils peuvent pas faire un comparatif. Le talent, ça va pas avec l'endroit où on habite. Peu importe où on habite sur la planète, on a du talent ou on n'en a pas. On perd pas notre talent parce qu'on change de région. On est beaucoup dans ce monde-là, du star system, les vedettes de la télé. Et ça, je trouve ça dommage parce que je pense qu'on pourrait faire de très belles découvertes d'artistes de notre région. Si les gens pouvaient se déplacer, il faudrait pratiquement qu'on les paye pour qu'ils viennent nous voir, là, mais il pourrait y avoir un fonds pour permettre aux gens, par exemple, les gens qui vivent dans un contexte de pauvreté, qui n'ont pas les moyens de se payer des billets de théâtre, ce qui est souvent mon cas. J'ai pas les moyens de payer 60 $ pour aller voir un spectacle au Théâtre du Cuivre. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, on pourrait peut-être mettre sur pied un fonds qui permettrait aux gens de donner une contribution volontaire ou d'avoir des billets à moindre coût pour qu'on puisse accéder à l'art. L'art, c'est pas juste pour les bourgeois. Mais en ce moment, je trouve que c'est ça la réalité. L'art, c'est essentiellement pour les bourgeois. Malheureusement, en tout cas, les arts de la scène, c'est sûr que si on parle de centre d'exposition, tout ça, c'est gratuit, donc les gens ont accès à ça plus facilement. Mais pour les arts de la scène, c'est pas du tout le cas. Il y a à peu près juste le petit théâtre, je dirais, qui a une politique semblable, où est-ce qu'il y a des billets gratuits, c'est peut-être une vingtaine. Puis après, il y a la billetterie solidaire. Puis les prix sont plus raisonnables, entre guillemets, je peux dire. Ça, je pense que l'État pourrait développer quelque chose, un fonds qui permettrait une plus grande accessibilité aux arts au Québec. Dans les MRC, chez nous, il y en a 5. Je vais me concentrer sur le Témiscamingue et Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on achète la vie artistique régionale? J'aurais tendance à dire pas tant, comme dirait mon fils, pas tant. C'est sûr qu'au Témiscamingue, le bassin aussi de population il est plus petit, hein? Mais moi, pour avoir habité 11 ans au Témiscamingue, à la Verlochère, je pense qu'il y a eu une production. J'ai fait plusieurs productions en 11 ans, mais c'est arrivé une seule fois où on a été programmé dans le cadre d'une tournée auprès des adolescents, parce que c'est une pièce qui s'adressait aux adolescents et aux adolescentes. Et puis, quand j'avais fait Oscar et la Dame Rose, mais j'habitais même pas au Témiscamingue à ce moment-là, on avait pu faire une tournée avec le réseau Specto, heureusement. Mais j'aurais tendance à dire que les pièces, ou en tout cas, je vais parler pour mon domaine, le théâtre, qui sont produites par des compagnies établies ici, on n'a pas forcément la cote, ou en tout cas,
on nous accorde pas forcément beaucoup de crédit, ou on n'a pas tendance à nous acheter beaucoup, là, malheureusement. Ça, je trouve ça vraiment désolant parce que moi, j'ai envie de partager mon expertise, j'ai des choses à dire, puis c'est ici que j'habite. Donc, c'est difficile d'aller jouer à Montréal. Imaginez comment ça nous fait mal au cœur, ça me fait mal, moi, de constater que j'ai même pas comme une reconnaissance de la part des diffuseurs de la région où j'habite. Parce qu'après tout, j'habite ici. Je veux dire, je contribue à l'économie locale, j'achète ici, je dépense en région. Donc, ça, je crois que devrait avoir plus d'efforts de fait de la part des diffuseurs de la région pour soutenir les artistes qui ont fait le choix d'habiter ici. Probablement qu'il faudrait que j'exporte ma production ailleurs, si je réussissais à aller jouer à Ottawa, par exemple, Centre national des arts, peu importe. Là. Mais là, probablement que j'aurais plus de crédit. Là, on dirait « Ah oui, là, elle a joué à l'extérieur de Abitibi-Témiscamingue. Ah, mais là, c'est que ça doit être bon. Ah, ben là, on va la programmer. Hein? Nul n'est prophète en son pays. Ça. Donc, c'était pas juste une question de budget. L'argent a beau être là, il faut la volonté. Définitivement, parce qu'on ne demande pas très cher là, pour une représentation. Puis quand il y a plus qu'une représentation, le coût diminue. Si par exemple, on fait une représentation, puis on va demander, je dis un chiffre comme ça au hasard, 5 000 $ pour une représentation. Bon. Mais après ça, si on en fait deux dans deux villes différentes, bien, ça tombe à 4 500. Après, ça diminue, puis ça peut aller jusqu'à peut-être 2 500 pour une représentation s'il y a 5 diffuseurs qui décident d'acheter la pièce. Je pense pas qu'ils soient perdants là-dedans. Tu sais, quand ils font venir des grosses productions de Montréal ou Québec, ça leur coûte pas mal plus cher. Je comprends peut-être qu'ils remplissent davantage leur salle, donc ils ont peut-être plus de revenus de billetterie. Mais moi, habitant ici sur le territoire, je veux dire, je suis capable d'offrir un prix qui est tout à fait raisonnable, puis ils ne vont pas se mettre le cul sur la paille parce qu'ils vont avoir acheté une représentation de la pièce. Puis ça fait vivre les artistes qui travaillent avec moi, là. C'est pas juste pour moi. Ça fait travailler des comédiens. Moi, le nombre de comédiens que j'ai fait rentrer dans l'Union des artistes, qu'on parlait de syndicats tout à l'heure, je pense, ben c'est pas négligeable le nombre d'artistes qui ont travaillé sous la juridiction de l'Union des artistes, grâce au projet que j'ai initié, parce que pour moi, c'était essentiel qu'ils deviennent membres de l'Union des artistes. Louise Victoire, merci de nous avoir éclairé un peu sur la réalité artistique régionale. Ben, je vous en prie, ça me fait plaisir. N'importe quand, vous voulez me réinviter, je lève la main. Restons dans le milieu culturel alors que c'est le 10 avril que vous serez à l'affût de sa 42e édition. Vous avez deviné que je vous parle du Festival Western de Gig et sa programmation musicale qui sera dévoilée. Vos bottes et chapeaux sont prêts, on le sait, notre équipe aussi. Alors, André Uchudesco, dans ce bloc culturel de notre bulletin de nouvelles, c'est une belle surprise. On se connaît depuis des années, quoi, combien de temps? 5 ans? Du moins, à mon premier festival en 2001, j'avais fait un reportage à la scène Paramount de l'époque. Absolument. Donc, ça n'avait pas les cheveux blancs à l'époque. Non, mais ça fait 24 ans, c'est bon. Donc, ça fait 24 ans, André, ça veut dire que tu fais du blues en Abitibi-Témiscamingue. Et moi, je suis au Témiscamingue depuis peu. Et je pense que tu es persuadé que Témis aussi aime le blues. Ben, pour la qualité du spectacle l'on présente, je crois qu'il y a des gens qui vont sûrement être intéressés. Parce que c'est quand même un invité de marque, J.W. Jones. Ouais, et là, tu vas me dire ça, André. Ouch, comme on t'appelle le soir du show. Comment se fait qu'après 20 ans, pour la première fois, tu décides de faire un concert bénéfice? Tu aurais pu ramasser du cash pour plein de monde pendant... Non, mais c'est difficile de faire du cash en présentant des spectacles. Il y a beaucoup de festivals qui sont en déficit.
Ouais. C'est mon troisième souper concert bénéfice. Les 2 premières années, c'était au profit de la garderie Le Phénix, Ouais, pour ouais. permettre l'embauche de travailleurs et tout ça. Et cette année, c'est une première expérience avec le groupe Repas de Rouyn-Noranda. C'est le regroupement d'entraide de personnes à cité sociale. C'est une organisation qui a été formée en 77 pour promouvoir et défendre le droit des assistés sociaux. Et tu le dis toi-même, là, demain matin, ils se retrouveront pas avec les coffres remplis et débordants d'argent parce que le secteur culturel, le monde du spectacle, bon, on a de la difficulté, puis c'est presque que comment dire, de d'être certain de mettre de l'argent dans le pot soi-même quand Oui, on attire ce genre de spectacle-là et d'artistes-là. nous devrions y arriver. On travaille fort et la vente va bien. C'est quand même limité vu que c'est un souper-concert. La salle, c'est au centre de congrès de Rouyn-Noranda. Et c'est quand Ouais. même, le Témis, c'est quand même pas si loin. On pense à Notre-Dame-du-Nord, c'est environ 1 heure de route. Ça en vaut le déplacement. Ouais, ben, je peux te le dire, André, là, je le sais qu'il y a des gens du tennis qui adorent le blues, qui ont été voir des shows du festival Rock en Blues pendant des années de temps, puis ils vont y retourner certainement cette année, surtout que les artistes qui vont être là, c'est intéressant, là. Tu connais ton blues, comme on dit. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une réunion d'amis aussi. Ça le permet d'échanger. C'est festif. Il y a un repas, 3 services. Le repas débute à 18 heures. Et ensuite, on enchaîne avec le spectacle à 20 heures. Et J.W. Jones n'est pas à ses premiers pas. Il a d'ailleurs, Buddy Guy a fait des spectacles avec J.W. J.W. s'est mérité le lauréat, le titre de meilleur guitariste de l'International Blues Challenge à Memphis et est classé dans le top 10 Billboard. Son dernier disque, le frère de Stevie Ray Vaughan, contribue et participe sur le disque. Son dernier disque, il s'agit de Jimmy Vaughan. Et il y a aussi le claviériste des Stones qui encense aussi J.W. Jones. Et on parle des Rolling Stones, c'est pas peu dire. Et il a donné des spectacles dans plus de 23 pays. Puis on aura la chance de l'avoir pour clore le souper bénéfice. Puis je crois que ça en vaut vraiment la peine. Puis ça s'adresse à des gens pour dire de 7 à 77 ans, mais ça peut dépasser 77 ans aussi. Mais peut-être pas 7, là, mais 18 et plus. Là. Excellent. Et rappelle-moi, quelle journée a lieu, quel soir a lieu ce show-là? Le samedi 12 avril, les portes ouvrent à 17h30 et le souper débute vers 18h et le spectacle à 20h. Samedi 12 avril, à mettre à votre agenda, Oser Nord Blues. Oui, absolument. Et évidemment, contribuer à une bonne cause en même temps, tout en, évidemment, assistant à un spectacle de très grande qualité. André, le festival, c'est 3 jours. Non, maintenant, c'est réduit c'est seulement qu'une activité maintenant. OK? Je suis seul à œuvrer pratiquement, donc Ah, tu vieillis puis, un peu. non, j'ai perdu des effectifs en cours de route par certains décès, ça fait que ça l'a hypothéqué, puis il y a eu la pandémie. Donc, mes activités sont un peu plus réduites. Par contre, le Nord en Blues fonctionne toujours et Je toujours répète, vivant. parce que tu m'as pas entendu, tu vieillis aussi, tu sais. Il y a peut-être ça. Mais la flamme est toujours là. La flamme, il y a toujours de la braise. Ouais, c'est ça qui est important. S'il n'y a pas de hooch pour le blues, il n'y a plus de blues à Rwanda. Ben oui, ben il y en a avec le Festival des guitares du monde, mais Ouais. c'est plus diversifié en termes de musique au niveau du Festival des guitares. Puis il y a d'autres festivals aussi, pour ne pas les nommer quand même. Et moi, ce que je calcule quand même, que c'est toujours j'œuvre toujours avec des artistes de qualité. Ouais. Donc, et là, 21e festival, Oui, le Nord en Blues, c'est le 21e.
il y aurait eu plus d'activités s'il n'y aurait pas eu la pandémie et j'ai eu des épreuves À traverser, on à comprend. traverser. Puis c'est ça, moi-même, j'ai été sur pause quelques années, là. Ouais. Mais tu as encore, évidemment, comment dire, le goût du blues. Et d'ailleurs, la vie est un blues, alors faut le laisser sortir, ce Effectivement, blues. j'en ai vécu plusieurs. Ouais, c'est bon. Mais est-ce que tu as évidemment, les artistes que tu as fait venir, c'était toujours heureux de le faire et ça a été des shows qui ont été appréciés. Ah Mais oui, oui. est-ce que tu as des rêves à ajouter pour, bon, il y a le 25e qui va venir dans 4 ans si Et Dieu nous prête vie comme du monde, là. là, la vie, c'est présent, c'est le moment présent. Je ne pourrais prédire pour une 25e édition, mais j'espère que je vais pouvoir le faire encore et avoir l'énergie et la santé. Parce que, n'oubliez pas que Nord Blues, c'est un show, une attitude. Ouais, et n'oublions pas aussi que peut-être que Donald Trump aime pas le blues, puis qu'il aime pas qu'on en fasse au Canada. Bon, là, Je veux pas embarquer là-dedans. non, mais il se trompe. André, rappelle à tout le monde, il reste pas mal de place et Ouais, des places, ça part assez vite, là. ouais, Attendez pas la dernière minute. Puis le prix du billet est de 150 $, mais il faut comprendre qu'il y a une levée de fonds, il y a un souper, puis il y a le spectacle. ouais. Quand on calcule que certains spectacles, souvent, on paie autour de 60, 65 $ seulement pour un spectacle. Là, puis c'est une soirée festive, une rencontre entre amis, et c'est quand même une activité qui se termine à 23 h, de 18 à 23 h. C'est une belle soirée. Excellent. Donc, c'est le 20, rappelle-moi la date, André. Samedi 12 avril, 18 h, centre de congrès de Rouyn-Noranda, au 123 avenue Murdoch, Rouyn-Noranda. On se procure les billets à quel endroit? Musique Mignot de Rouyn-Noranda. Et le numéro m'échappe, là, peut-être l'avoir à l'écran, je ne sais pas. Magasin de l'ex-maire, ça? Pardon? C'est le magasin Oui. de l'ex-maire? Ah, ok. Effectivement, M. Mario Provencher, oui. Excellent. Il aime encore faire face à la musique, on le sait. André Uchodesco, on te souhaite un bon show. Merci d'avoir pensé à Témis TV pour en parler. C'est moi qui vous remercie, Yvon. Reviens-nous quand tu veux. Absolument, merci. Salut. Nos médias au Témis vous en ont probablement tous parlé, je sais, mais je sais vous le faire voir si on vous a pas montré ça. Surtout que je suis un fan fini du Canadien de Montréal. Oui, surtout que je crois qu'on a encore le temps de revoir notre Sainte Flanelle gagner une coupe avant que je sois trop vieux. Bref, l'artiste autochtone Frank Paulson était de l'alignement le samedi 22 mars dernier lors de la journée des Premières Nations tenue et soulignée par le bleu-blanc-rouge dont la LNH, le peintre connu à travers le monde dont les origines vacillent entre Ville-Marie et Winoway, au Témiscamingue, c'est certain, a créé ce logo issu du Woodland Heart aux couleurs des Premières Nations. Une tendance qui s'est retrouvée sur le foulard de M. Régent Hull, notre ami Pinot, pendant les hymnes nationaux, lors de la période d'échauffement et en tam-tam devant le temple du hockey montréalais, persuadé que le grand esprit Anishinaabe a porté chance à l'équipe de Martin Saint-Louis. Il faut que ça se poursuive. Nikichi Minwedan Onagech Atitsuken. Merci, Minwashin Kek Minawi. C'était ce qui, pour nous, devait retenir l'attention maintenant aux nouvelles. Et si vous souhaitez que l'on raconte vos histoires, celles de gens dont vous voulez entendre parler, que l'on partage vos actualités, joignez-nous à journaliste@commercialtemis.tv. Votre télécommunautaire est à votre service. Vous nous racontez ce qu'il faut et on en parle avec plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde, et merci de partager de votre temps avec nous.
Broadcast Edition.